On dit qu'un père est le premier amour d'une fille, son bouclier contre les aspérités du monde. Mais que se passe-t-il lorsque celui qui brandit le couteau n'est autre que l'homme qu'elle a choisi d'épouser? Je me tenais là, la pluie glaciale s'infiltrant dans mon vieux manteau de travail, son tissu lourd et familier ne parvenant plus à me protéger du froid qui me rongeait l'âme. Mes yeux, lourds d'une douleur glacée, étaient rivés sur une scène qui me hantrait jusqu'à mon dernier souffle. Ma petite, humiliée et brisée, gisant sur le pavé mouillé, le reflet blafard des réverbères sur son visage. Une image d'une violence inouïe, gravée au fer rouge dans ma mémoire, dont l'écho résonnerait à jamais. Avant de vous révéler précisément ce que j'ai réservé à ceux qui l'ont blessé, je dois vous faire comprendre une chose essentielle. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de colère, d'une fureur aveugle. C'est avant tout une quête de justice, une recherche implacable pour rétablir l'équilibre, un équilibre brisé. Mon nom est Laurent. Pendant 30 années, j'ai œuvré dans la logistique, ici, à Lyon, arpentant les entrepôts bruyants et les quais. J'ai toujours travaillé sans faire de vagues, économisé mon argent sou par sou, chaque pièce durement gagnée, et déversé chaque once d'amour que je portais dans mon unique enfant, Marguerite. Elle était la lumière de ma vie, le phare qui illuminait mes journées, surtout après le départ de sa mère, fauchée bien trop tôt. Marguerite était d'une bonté infinie, peut-être trop douce pour un monde qui dévore les cœurs tendres au petit déjeuner. Je m'en suis toujours inquiété, ressentant cette vulnérabilité en elle, comme une fleur délicate exposée au vent froid. Je me la revois enfant, son rire cristallin résonnant dans notre cuisine, les genoux écorchés, toujours prête à partager son goûter, même le dernier carré de chocolat, ou à consoler un camarade. Lorsqu'elle a rencontré Amaury, j'ai cru qu'elle avait enfin trouvé son conte de fées. Il était si charmant, affichant une richesse ostentatoire qui contrastait violemment avec notre modeste existence. Issu de l'éminente famille de Villiers, son nom résonnait avec une autorité silencieuse dans les cercles les plus exclusifs de Lyon. J'aurais dû me méfier de tant de perfection. Mais les contes de fées, au fond, ne sont que des avertissements déguisés en rêves, des leçons amères, souvent apprises bien trop tard, dans la douleur. Le début de leur idylle fut parfait, orchestré avec une précision chirurgicale pour ne laisser aucune place au doute. Amaury était avocat, toujours tiré à 4 épingles dans des costumes sur mesure d'une coupe impeccable, doté d'une éloquence qui le rendait irrésistible. Chaque vendredi, il apportait des fleurs à Marguerite, des roses parfaites, aux pétales immaculés, exhalant un parfum capiteux dans notre modeste salon, comme si elles étaient tirées d'une toile de maître. Il lui ouvrait toujours les portes avec un geste galant. Quant à moi, il me parlait avec un hochement de tête respectueux, m'appelant « Monsieur », avec juste ce qu'il fallait de déférence pour flatter sans paraître obséquieux. Je voulais y croire de toutes mes forces. Je voulais croire que ma Marguerite, avec ses boucles folles que j'aimais tant, et ses doigts toujours maculés de peinture, car c'était une artiste, une vraie, avec une âme vibrante de couleurs, avait enfin trouvé quelqu'un qui la chérirait, qui verrait au-delà des apparences et aimerait son cœur pur. Avec le recul, les signes étaient là, petits et insidieux, comme des fissures invisibles dans un barrage. Je me souviens d'un dîner, il lui avait gentiment corrigé sa prononciation d'un mot, un terme d'art, devant des amis, un sourire aux lèvres, comme une plaisanterie. Pourtant, j'avais perçu une nuance acide. Ou une autre fois, il lui avait suggéré de changer sa robe, car celle qu'elle portait était un peu trop voyante pour le goût de sa famille. Marguerite se contentait de sourire, ce sourire doux et accommodant que je connaissais si bien et s'exécutait sans un mot. Elle l'aimait, ou du moins, elle était aveuglée par l'éclat de la vie qu'il lui promettait, cette existence dorée et superficielle dont elle n'avait jamais rêvé auparavant. Je me rappelais une fois, quand elle avait 10 ans, elle avait refusé de porter une robe de ma tante qu'elle trouvait trop étouffante. Une vraie petite rebelle. La voir se plier ainsi me serrait le cœur. La première fois qu'un véritable froid me saisit l'estomac, ce fut lors du dîner de fiançailles, dans l'hôtel particulier des De Villiers. Béatrice, la mère d'Amaury, une femme qui portait ses perles comme une armure, me regarda, ses yeux clairs s'attardant sur mes mains rugueuses d'ouvrier.
Avec un sourire de pitié à peine dissimulé, elle m'offrit une fourchette, m'expliquant laquelle servait pour la salade. L'argenterie étincelait sous les lustres en cristal. Les voix feutrées des invités résonnaient comme un murmure distant. L'odeur des plats raffinés, inconnus de mon palais simple, emplissait la pièce. Ce n'était pas la fourchette qui m'avait dérangé, ni l'humiliation à peine voilée. C'était la façon dont Amaury ne m'avait pas regardé. Il avait fixé Marguerite, et pendant une fraction de seconde, je n'avais pas vu de l'amour dans ses yeux, mais une possessivité froide, calculée. Un souvenir fugace d'un repas de famille, simple, autour de la table de la cuisine avec ma femme et Marguerite riant aux éclats, me traversa l'esprit, rendant ce moment d'autant plus amer. Le mariage fut une cérémonie grandiose, d'une démesure presque obscène, organisée dans un somptueux domaine de campagne, niché quelque part dans la vallée de la Loire. L'air y était frais et piquant, imprégné du parfum des rosiers anciens et de l'humidité des pelouses immenses, d'un vert irréel. Son coût, je le savais, dépassait de loin celui de ma propre maison, celle que j'avais bâtie sou par sou, brique après brique. C'est la famille de Villiers qui l'avait entièrement réglé, avec une aisance et une suffisance qui me tordaient les entrailles. Ils y avaient tenu, insistant pour que tout soit d'une perfection absolue, comme si la moindre aspérité risquait de ternir l'éclat de leur lignée. J'avais proposé, avec une fierté naïve, de prendre en charge les fleurs, une modeste contribution au grand jour de ma fille, une manière d'affirmer ma présence. Mais Béatrice avait balayé mon offre d'un geste dédaigneux, un imperceptible mouvement de poignet qui en disait long, expliquant d'une voix polie mais tranchante qu'il travaillait avec un fleuriste attitré qui n'acceptait que des budgets conséquents. Mon bouquet de roses du marché aurait été une insulte à leur esthétique raffinée. L'atmosphère du château, imprégnée de siècles d'histoire et d'encens coûteux, était lourde, presque étouffante. Un parfum de cire ancienne et de luxe discret flottait dans les airs, se mêlant aux effluves des parfums des invités, des rires feutrés et du tintement lointain des verres. C'était une distinction sociale palpable, une opulence si ancrée qu'elle me rendait profondément étranger. Un intrus maladroit dans ce musée vivant. J'ai accompagné Marguerite jusqu'à l'autel, mes pas se faisant lourds sur les dalles froides de l'église. La lumière filtrant à travers les vitraux anciens peignait des motifs sacrés sur le sol, mais mon regard ne voyait qu'elle. Elle rayonnait comme un ange dans sa robe blanche, une création somptueuse de dentelle et de soie. Mais sous le tissu délicat, je sentais sa main trembler sur mon bras, un frisson glacé qui me traversait jusqu'aux os. Un mélange de fierté et d'appréhension me serrait le cœur. Le parfum entêtant des lys et des roses, des centaines de fleurs immaculées, se mêlait à l'odeur de cire chaude des cierges et au vieux bois de l'édifice. La mélodie de l'orgue, grandiloquente et puissante, emplissait la nef, faisant vibrer les âmes des invités. Tout conclut. Puis, la nouvelle est tombée, comme une pluie fine après des mois de sécheresse, promettant un renouveau. Marguerite était enceinte. L'annonce, faite un dimanche après-midi ensoleillé mais silencieux dans le jardin de leur hôtel particulier, avait d'abord été un murmure, presque une confidence, avant de se transformer en un cri de joie étouffé. Moi, j'étais fou de bonheur. Un petit enfant, une nouvelle vie qui éclose, un rayon de soleil pour percer l'obscurité de ce quotidien si morose. J'ai immédiatement imaginé des rires d'enfants résonnant entre les murs froids de cette demeure trop grande, des jeux dans le parc impeccablement entretenu. Je pensais, avec l'optimisme aveugle d'un père, que cela changerait tout, que cela adoucirait Amaury, que cette maison froide se transformerait enfin en un foyer chaleureux, rempli de l'innocence et de la lumière d'un bébé. Je me suis lourdement trompé. La grossesse, loin d'être un pont vers la tendresse, est devenue un prétexte supplémentaire pour le contrôle. Un nouvel outil pour l'enfermer dans sa cage dorée. Le sourire de Marguerite, lorsqu'elle m'avait annoncé la nouvelle, était teinté d'une tristesse que même la joie légitime d'être mère ne parvenait pas à masquer entièrement. Je l'ai serrée dans mes bras, sentant sa fragilité, son corps déjà légèrement transformé par cette vie naissante. Et j'ai eu une vision fugace d'elle, bébé, si petite, si innocente dans mes bras, le jour de sa naissance. Ce souvenir brûlait comme une blessure, car cette innocence,
Je savais qu'Amaury était en train de la détruire, morceau par morceau. Amaury décidait de ce qu'elle mangeait, contrôlant chaque portion et bannissant les aliments qu'il jugeait peu raffinés ou trop gras pour l'héritier à venir. Il fixait l'heure à laquelle elle devait dormir, et surtout qui elle pouvait voir, transformant chaque visite en un interrogatoire. Chaque aspect de son existence était minutieusement chorégraphié, tout cela sous le prétexte fallacieux de protéger l'air autour d'elle, de préserver l'environnement du bébé. Les fenêtres devaient rester fermées, les sorties limitées, les conversations filtrées. C'était une prison invisible, sans barreaux apparents. Mais chaque règle, chaque interdiction était bien réelle, pesant sur elle comme une chape de plomb. Pour parfaire cette emprise, il lui avait coupé l'accès à leur compte joint, la laissant sans la moindre autonomie financière. Il lui donnait littéralement de l'argent de poche, comme à une enfant, une somme dérisoire pour une femme mariée à un avocat prospère, membre d'une des familles les plus en vue de la région. J'ai découvert l'ampleur de cette humiliation un après-midi gris de novembre, lorsque nous sommes allés prendre un café dans un petit établissement près de la presqu'île, à Lyon. C'était le genre d'endroit où l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait aux effluves des viennoiseries, où le barista connaissait mon prénom et saluait d'un signe de tête amical. Marguerite avait commandé un grand latte, un petit plaisir simple qu'elle s'offrait rarement, le regard pétillant d'une joie enfantine. Au moment de payer, elle a tendu sa carte, mais la machine a craché un refus cinglant. 3,50 €. Son visage s'est empourpré d'une honte cuisante, les larmes montant à ses yeux clairs, qu'elle tentait de retenir en fixant le comptoir. Il a dû oublier de virer les fonds, a-t-elle balbutié, la voix brisée, presque inaudible, comme si elle cherchait encore une excuse pour son bourreau, même face à l'évidence de son contrôle. Mon cœur de père s'est déchiré. Une douleur physique, aiguë, m'a traversé la poitrine. Voir mon enfant, ma Marguerite, celle que j'avais toujours protégée, dépouillée de sa dignité, réduite à cette gêne publique pour une somme aussi insignifiante, m'a rempli d'une fureur froide. C'était un coup de poignard, plus douloureux qu'une blessure physique. Si vous écoutez ceci, si vous sentez cette douleur sourde dans votre poitrine en sachant que quelqu'un est sous emprise, que sa voix est étouffée, son existence contrôlée, je vous en supplie, ne détournez pas le regard. Ne laissez pas le silence couvrir ces injustices. Ce n'est pas pour moi, ni pour apaiser ma propre peine, mais comme un serment, un engagement sacré que nous ne nous tairons pas face à l'injustice, quelle qu'elle soit. En écoutant, en partageant ce message, vous vous rangez aux côtés des Marguerites de ce monde, ces âmes silencieuses et brimées, et vous vous opposez aux Amaury, ceux qui utilisent leur pouvoir pour écraser les autres. C'est un petit geste, une simple écoute, mais il donne un poids immense à notre message, une résonance qui peut changer des vies. L'abus n'était pas physique, pas au début. Il s'agissait d'une strangulation financière et émotionnelle insidieuse, une lente érosion de son identité, de son âme, de tout ce qui faisait d'elle Marguerite. Amaury et sa mère, Béatrice, traitaient Marguerite comme une simple génitrice, un vase élégant destiné à porter leur héritier, plutôt que comme un être humain à part entière, doté de pensées, de sentiments et de désirs. Béatrice, avec son allure impeccable, ses tailleurs parfaitement coupés et son parfum entêtant de richesses discrètes, venait quotidiennement. Elle inspectait chaque recoin de l'hôtel particulier avec un œil critique, passant son doigt sur les meubles pour y déceler la moindre trace de poussière, réajustant les coussins avec des gestes précis. Elle trouvait toujours quelque chose à redire sur la propreté de la maison, sur la façon dont Marguerite s'asseyait, voire sur la façon dont elle respirait. Vous prenez trop de poids, disait Béatrice, sirotant son thé Darjeeling dans une tasse de porcelaine fine, son regard perçant, presque glacial. Le cliquetis délicat de la cuillère contre la porcelaine résonnait dans le silence tendu. Amaury déteste les femmes négligées. Un silence lourd suivait toujours ces mots, chargés de sous-entendus, de reproches non dits. Marguerite était enceinte de 6 mois. Il était normal qu'elle prenne du poids, évident même, mais elle se contentait d'acquiescer, un voile de tristesse sur les yeux, et repoussait son assiette, même si la faim la tenaillait, une faim sourde et persistante. J'imaginais sa faim,
et la culpabilité qu'on lui faisait ressentir pour un besoin si naturel, si humain. Ma fille, autrefois si pleine de vie, s'éteignait sous mes yeux. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Mon cœur de père refusait de se résigner à cette lente agonie de ma fille. J'avais beau avoir pris ma retraite de mon poste de logisticien à Lyon, des années passées à jongler avec des chaînes d'approvisionnement complexes et à anticiper les imprévus m'avaient légué une certaine expertise pour dénouer les écheveaux les plus emmêlés. J'avais encore des contacts, des ficelles que je savais tirer, des portes discrètes à ouvrir. Je voulais savoir qui étaient vraiment ces gens, ces De Villiers, qui se drapèrent dans leur prestige comme dans un manteau royal. Amaury de Villiers. Le nom portait un poids certain à Lyon, évoquant des lignées anciennes, des propriétés dans la vallée de la Loire et des fortunes établies, gravées dans la pierre des hôtels particuliers. Mais les rumeurs sont comme la fumée. Elles mènent toujours à un feu, et je voulais trouver l'incendie sous cette façade immaculée. J'ai passé mes journées au service des archives publiques, fouillant les registres fonciers, les dépôts de bilan, les vieux journaux, tout ce qui pouvait éclairer leur passé, leurs transactions, leurs secrets. L'odeur entêtante de vieux papiers, de poussière accumulée et d'encre fanée devenait ma compagne quotidienne, une fragrance amère qui imprégnait mes vêtements et mes pensées. Ce que j'ai découvert était plus que troublant. C'était une déflagration. La fortune des De Villiers était immense, certes, mais elle était aussi lourdement gagée. Une toile d'araignée de dettes masquée par des montages financiers complexes. Ils vivaient à crédit, sur leur réputation et une façade scintillante de luxe, comme un château de cartes prêt à s'effondrer au moindre souffle. Le cabinet d'Amaury faisait face à 2 procès discrets pour faute professionnelle, des affaires étouffées, mais dont les dossiers laissaient transparaître une panique grandissante. Ils perdèrent de l'argent, beaucoup, mais le dépensaient sans compter pour maintenir l'illusion de leur pouvoir inébranlable, de leur invulnérabilité. Marguerite ne savait rien de tout cela. Elle pensait qu'ils étaient des dieux intouchables, au-dessus des lois communes, et cette ignorance la rendait d'autant plus vulnérable. Un soir, alors que la nuit enveloppait Lyon d'un voile froid et humide, j'ai reçu l'appel déchirant de Marguerite. Sa voix, brisée par les sanglots, résonne encore en moi, une lame de couteau tordue dans ma chair. Papa, il a jeté toutes mes peintures. Chaque syllabe me transperçait, chaque sanglot était une déchirure. Ses pinceaux, ses toiles, ses tubes de couleurs vives et de pigments doux, tout ce qui faisait d'elle une artiste, son sanctuaire intime, le reflet de son âme délicate et créative, avait disparu. Je la revoyais enfant, le nez penché sur ses carnets de croquis, les doigts toujours tachés d'encre ou de gouache, trouvant refuge dans ses mondes imaginaires. Elle m'a rapporté qu'Amaury avait prétexté le manque de place pour la chambre du bébé, ajoutant avec un mépris glaçant qu'il ne souhaitait pas que leur enfant soit exposé à de vulgaires passe-temps. La rage m'a envahi, une fureur sourde qui me serrait la gorge. « Reviens ici, ma fille !» ai-je supplié, la voix tremblante, à peine reconnaissable. « J'ai de la place pour toi. Reviens à Lyon. Reviens à la maison. » Un silence interminable, lourd comme un fardeau de plomb, a suivi, seulement brisé par ses respirations saccadées. Puis, son murmure à peine audible, chargé d'une terreur palpable. « Je ne peux pas. Il a dit que si je partais, ses avocats feraient en sorte que je ne revoie jamais notre enfant. Il prétend que je suis mentalement instable. Papa, il a accumulé des preuves contre moi, des extraits de mes journaux intimes d'adolescente, des phrases sorties de leur contexte. Il déforme tout. » Le filet se refermait sur elle, chaque maille plus serrée, plus implacable. Il l'avait coupée du monde, de ses amis, de sa famille, l'avait rendue entièrement dépendante, et désormais, il la tenait parce qu'elle chérissait plus que tout, l'enfant qu'elle portait, le fruit de ses entrailles. Je devais agir avec finesse, avec une ruse que mon ancienne vie de logisticien n'avait jamais exigée. Toute tentative d'intervention brutale de ma part serait utilisée contre elle. Ils alerteraient la police, me dépeindraient comme un beau-père agressif, un homme des classes populaires cherchant à nuire à leur noble famille, et cela servirait leur cause au tribunal. Ma stratégie devait s'inscrire dans la durée, une patience d'horloger. J'ai donc cessé de m'opposer à Amaury, ravalant ma fierté et ma colère. J'ai endossé le costume du vieil homme docile, celui qui s'excuse,
qui se fait petit. Je suis même allé jusqu'à m'excuser d'avoir, soi-disant, dépassé mes prérogatives paternelles. J'ai fait parvenir à Béatrice des présents, des paniers gourmands de spécialités locales de Lyon, des bouteilles de vin millésimées, des bouquets de roses aux teintes délicates mais au prix exorbitant. Cette humiliation forcée avait un goût de cendre dans ma bouche, un arrière-goût amer et persistant. Mais il était impératif qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils relâchent leur vigilance, qu'ils me croient inoffensif. J'avais besoin d'un moyen d'approcher, d'un point d'accès à leur forteresse. Dans le même temps, j'ai procédé à la vente discrète de ma maison à Lyon. Une modeste demeure, certes, mais emplie de souvenirs. Chaque marque sur ses murs racontant une page de notre vie, des rires d'enfants au silence partagé. C'était un déchirement, mais un sacrifice nécessaire. J'ai également retiré l'intégralité de mes fonds de retraite. J'avais accumulé une somme considérable au fil des ans, sou par sou, avec une discipline de fourmi. J'avais eu le flair d'investir dans les technologies de la logistique au début des années 2000, quand tout le monde riait encore des bulles Internet. Un secret que personne ne connaissait, pas même Marguerite. J'étais en possession d'argent réel, sonnant et trébuchant, pas de ces fortunes bâties sur l'endettement et les apparences comme celles des De Villiers. Pourtant, je continuais d'arborer ma vieille veste en velours côtelé, usée au coude, et de rouler dans ma berline qui avait déjà une décennie, son moteur ronronnant fidèlement malgré les kilomètres. Je devais rester discret, inoffensif, presque invisible, une ombre dans leur monde de lumières éblouissantes. Les événements se sont précipités en novembre, comme les feuilles mortes emportées par le vent. Un froid glacial régnait sur la ville, un vent mordant qui fouettait les visages et s'insinuait jusque dans les eaux, les arbres dépouillés, frissonnant sous un ciel bas et gris. C'était un hiver précoce, transperçant et engourdissant l'esprit. Marguerite était alors enceinte de 8 mois. Son ventre, tendu et lourd, dessinait une courbe imposante sous ses vêtements, et ses chevilles, autrefois fines, gonflaient douloureusement sous l'effet de la rétention d'eau. L'épuisement la submergeait. Chaque pas était un effort. Chaque nuit, une lutte contre l'insomnie et l'anxiété, le sommeil étant devenu une denrée rare et précieuse. Amaury avait prévu un dîner avec les associés de son cabinet. Un rendez-vous crucial pour son image, une mise en scène où Marguerite devait être la pièce maîtresse, impeccable, une vitrine parfaite de sa réussite. Il exigeait qu'elle soit tirée à 4 épingles. Il lui avait alloué un budget précis pour l'achat d'une robe, une somme dérisoire compte tenu des boutiques de luxe où il insistait qu'elle se rende, des adresses où la moindre écharpe coûtait le prix d'un loyer. C'était une épreuve, un piège tendu avec une cruauté calculée. Il espérait secrètement qu'elle échoue, qu'elle revienne les mains vides, ou, pire, qu'elle choisisse une tenue jugée indigne, lui offrant ainsi un nouveau prétexte pour la rabaisser et l'humilier. Malgré tout, Marguerite avait déniché la robe parfaite. Dans cette quête désespérée au milieu des boutiques de luxe où chaque étiquette affichait des sommes indécentes, elle avait trouvé une pièce d'une élégance rare. C'était une soie d'un bleu marine profond, presque nuit, qui épousait avec une grâce inattendue ces formes arrondies de femme enceinte. Le tissu léger et fluide caressait sa peau, lui offrant un bref répit dans cette armure de contrainte. Elle se sentait belle, un instant, malgré la fatigue et l'anxiété qui la rongeaient. Néanmoins, elle dépassait de 50 € le budget imposé par Amaury, un chiffre dérisoire pour eux, mais un abîme pour elle. Pour combler la différence, elle avait puisé dans l'argent de secours que j'avais glissé, quelques mois plus tôt, dans la poche de son manteau préféré. Un geste discret, presque un secret entre nous, un filet de sécurité que j'avais cousu pour elle. Elle croyait avoir trouvé la solution, s'être tirée d'affaire, avoir déjoué la confrontation inévitable. Un souffle de soulagement, aussi fugace qu'un papillon, avait dû la traverser. Le dîner s'était déroulé sans incident apparent. Du moins, c'est ce que Marguerite m'a raconté plus tard, encore tremblante d'humiliation. Je n'y étais pas convié, bien sûr. J'attendais dans ma vieille voiture, garée dans la rue voisine, observant l'hôtel particulier illuminé. Un froid mordant envahissait l'habitacle et un pressentiment sombre me nouait les entrailles. Selon elle, Amaury avait joué le mari parfait devant leurs invités, louant son élégance et affichant un sourire impeccable. Mais dès que la porte se referma derrière le dernier convive,
Le masque tomba. Il exigea le reçu de la robe. En voyant le prix, il ne cria pas. Il devint glacial. « Tu m'as volé », dit-il simplement. Marguerite expliqua qu'elle avait utilisé ses propres fonds, mon argent, pour compléter la somme. Il répondit avec un sourire cruel. « Tu acceptes maintenant l'aumône de ton père ? Tu me fais passer pour un homme incapable de subvenir aux besoins de sa famille. » Sans un mot de plus, il jeta le reçu dans la cheminée. Sa mère, Béatrice, assista à la scène sans intervenir, laissant même échapper un rire sec. « Elle doit apprendre la valeur de l'argent, » déclara-t-elle. L'injustice me brûlait le sang en l'entendant. Amaury ordonna alors à Marguerite d'enlever la robe, là, au milieu du salon. Elle refusa et tenta de monter à l'étage. Il la retint par le bras, d'une poigne ferme mais calculée. « Tu apprendras le respect » siffla-t-il. J'attendais toujours dans ma voiture, le café devenu froid, le vent s'infiltrant par les portières usées. Chaque minute me déchirait. Puis le portail s'ouvrit enfin. Ce ne fut pas Amaury qui sortit, ce fut Marguerite, vacillante sur le perron. Elle portait encore la robe. Derrière elle, Amaury apparut et la poussa dehors. « Tu veux la porter ? Porte-la dehors. Le froid te remettra les idées en place. » Il claqua la porte. Au même instant, la pluie glaciale se mit à tomber. Marguerite frappa, supplia. « Amaury, je t'en prie, pense au bébé. » À travers les fenêtres, je voyais la chaleur du salon, les silhouettes qui bougeaient, indifférentes. Elle descendit les marches, pieds nus, la robe trempée collée à son corps. Puis elle s'effondra sur les pavés, se recroquevillant pour protéger son ventre. Mon gendre venait de réduire ma fille enceinte à trembler sous la pluie, devant sa propre maison, pour une robe. La voir ainsi anéantie transforma ma peur en une fureur froide et irrévocable. Je ne dis rien. Les mots m'auraient étranglé, se seraient transformés en un cri muet. Je n'ai fait que bouger, mon corps réagissant avant même que mon esprit n'ait eu le temps de formuler une pensée cohérente, avant de ressentir le froid ou la peur. J'ai projeté la portière de ma voiture. Un claquement métallique sec, brutal, qui se fondit dans le rugissement de la pluie et le sifflement du vent, un son presque libérateur. La rage qui m'envahissait n'était pas rouge, celle des accès de colère ordinaires, chauds et fugaces. Non, elle était blanche, pure, absolue, comme une déflagration silencieuse qui balayait tout sur son passage, ne laissant derrière elle que la détermination implacable. J'ai sprinté à travers la rue sombre, mes bottes lourdes éclaboussant l'eau glaciale des flaques qui s'étaient formées sur l'asphalte noir. Chaque impact, une pulsation sourde. En quelques secondes, le souffle court, le cœur battant à tout rompre, j'étais auprès d'elle. Elle était livide, presque bleue sous la lumière vacillante du lampadaire lointain, ses lèvres tremblantes incapables de se refermer, ses dents claquant si fort qu'elle en était incapable de prononcer un mot intelligible, juste un son guttural de détresse. Elle leva les yeux vers moi, ses prunelles embuées par les larmes et la pluie, le regard désorienté par le froid et le choc, cherchant une ancre dans la tempête, un point fixe dans le chaos. « Papa ?» balbutia-t-elle, une question à peine audible, une plainte d'enfant perdu, puis, le plus insoutenable, le mot qui me transperça l'âme. « Je suis désolé. » Elle s'excusait. Elle était en train de mourir de froid sur l'allée de sa propre maison, pour une robe, et elle s'excusait. C'était trop. Cela m'a brisé en 1000 morceaux, chaque fragment de mon être parent et humain, puis m'a reconstruit en quelque chose de nouveau, d'effrayant, de dangereux. Quelque chose qui ne connaissait plus la peur ni l'hésitation. Juste la certitude froide d'une vengeance à venir. J'ai retiré mon lourd manteau de travail, un vieux drap de laine imprégné de l'odeur familière de l'huile de moteur et du froid mordant de la nuit. Son tissu rêche, mais épais, contrastait avec la peau glacée de ma fille. Je l'ai enveloppé autour d'elle, couvrant ses épaules tremblantes, espérant que le peu de chaleur qu'il retenait, ou même l'odeur rassurante de mon labeur, lui apporterait un semblant de réconfort. Ses dents claquaient toujours, un bruit qui me vrillait les entrailles. J'ai glissé mes bras sous elle, la soulevant avec une facilité déconcertante, comme si une force nouvelle, brute et impitoyable, s'était éveillée en moi. Elle était un poids mort,
ses muscles refusant d'obéir, son corps frêle et glacé. Chaque parcelle de mon être criait à la vengeance, mais ma voix est restée étrangement calme, sans une once de la fureur qui bouillonnait en moi. Seulement une autorité inébranlable que je ne me connaissais pas. Monte dans la voiture, ai-je ordonné, la hissant tant bien que mal. Elle a essayé de me répondre, ses lèvres bleues à peine capables de former les mots, son regard embué cherchant le mien. Il a mes clés. Mon téléphone, a-t-elle sangloté, la panique perçant à travers son engourdissement, une peur enfantine qui m'a déchiré. Mon sang s'est glacé. Tu n'en auras pas besoin, ai-je coupé court, ma détermination gravée dans le marbre. Je l'ai conduite jusqu'à ma vieille voiture, une Peugeot fatiguée dont le moteur ronronnait doucement dans le noir. L'habitacle sentait le tabac froid et le gasoil, des odeurs familières, presque réconfortantes. Je l'ai installé sur le siège passager, son corps frissonnant se recroquevillant sur lui-même, et ai poussé le chauffage à fond. L'air chaud, épais, a commencé à souffler, luttant contre le froid glacial qui s'était infiltré en elle. J'ai ajusté sa ceinture, ma main frôlant sa joue glacée. Elle a fermé les yeux, un léger gémissement s'échappant de ses lèvres. Je suis resté une seconde, juste pour m'assurer qu'elle était en sécurité. Puis, sans un regard en arrière vers cette silhouette recroquevillée, sans une once d'hésitation, je me suis retourné vers l'hôtel particulier. La pluie redoublait d'intensité, fouettant mon visage, mais je ne sentais plus le froid. J'ai remonté les marches de pierre, chaque pas résonnant lourdement sur la pierre mouillée et glissante, le clapotis de la pluie et le sifflement du vent dans mes oreilles, comme une mélodie funèbre. La façade de l'imposante bâtisse s'élevait devant moi, sombre et indifférente, ses fenêtres illuminées trahissant la vie insouciante qui s'y déroulait. Je n'ai pas frappé, je n'ai pas sonné. Ces gestes relevaient d'un monde que je venais de quitter. J'ai levé ma jambe et j'ai donné un coup de pied, puissant et précis, directement sur la serrure de la porte d'entrée. C'était une porte massive en chêne massif, épaisse et vernie, un symbole arrogant de leur richesse et de leur sécurité. Mais l'adrénaline est une force incroyable, une fureur silencieuse qui décuple les muscles. Le premier coup de pied a fait trembler le cadre, un craquement sourd et profond. Il a fallu 2 coups de pied pour que le bois ancien gémisse, puis se déchire avec un craquement sinistre et sec. La porte s'est ouverte en grand, avec un fracas assourdissant qui a dû résonner dans toute la maison, brisant le silence de la nuit et la fausse quiétude de leur vie. À 9 heures ce soir-là, alors que le ciel déversait sa colère sur la terre, j'avais vu ma fille, ma petite Marguerite. Pas la jeune femme que j'avais élevée, mais une enfant perdue, celle que j'avais bercée dans mes bras, celle qui, du bout de ses petits doigts, dessinait des papillons multicolores sur chaque feuille de papier, transformant le monde en un jardin enchanté. Elle était là, agenouillée sous la pluie battante, le visage bleu, luttant désespérément pour respirer, pour exister. Et à l'intérieur de ce cocon douillet et cruel, derrière les murs épais de l'hôtel particulier, j'avais entendu son mari, Amaury, et sa famille rire aux éclats, des rires gras et insouciants, repus et bien au chaud, indifférents à la détresse qui se jouait à quelques mètres de leur bonheur fin. Le contraste était une lame. J'ai soulevé ma fille, ma chair, mon sang, son corps froid contre le mien. J'ai fracassé leur porte, cette barrière de chêne qui symbolisait leur mépris. Et dans le fracas du bois déchiré, j'ai prononcé 5 mots. 5 mots qu'ils n'oublieraient jamais, des mots qui, je le savais, étaient destinés à hanter leur cauchemar pour le reste de leurs jours. Une promesse de vengeance gravée dans l'air glacé. L'intérieur était un tableau de richesse et de confort, des lustres scintillants, des boiseries sombres et luisantes, un feu crépitant dans l'immense cheminée du salon, projetant des ombres dansantes sur des tableaux anciens. Amaury, tiré à 4 épingles, qui tenait encore un verre de cognac ambré à la main, figea, son sourire se fana. Le cristal, lourd et précieux, lui échappa des doigts et se brisa sur le parquet ciré avec un claquement sec et perçant, le son résonnant longtemps dans le silence soudain. Béatrice, sa mère, une femme aux traits fins et au regard acéré, poussa un cri strident,
portant instinctivement ses mains à son collier de perles impeccables, comme si ce simple geste, ce bouclier de richesse, pouvait la protéger de l'horreur de cet intrus, de cette intrusion violente dans son sanctuaire. Ils me fixaient, stupéfaits, les yeux écarquillés d'incrédulité, leur visage pâle sous le choc, leur bouche entr'ouverte, ne formant aucun son. Trempé jusqu'aux os par la pluie glaciale, mes cheveux plaqués sur mon front, couverts de boue de la tête aux pieds, mes bottes lourdes, maculant le marbre poli, et avec une expression sur mon visage qui devait ressembler à celle d'un démon surgi d'un autre âge, des enfers, je me tenais là, au seuil de leur monde parfait, un fantôme vengeur de leur conscience, une incarnation de tout ce qu'ils méprisaient. « Qu'est-ce que vous croyez faire ?» cria Amaury, le premier à briser le silence lourd. Il tenta de retrouver une once de son assurance habituelle, cette arrogance héritée, mais sa voix trahissait un tremblement, une incertitude inédite, une note de panique qui me fut douce à l'oreille. « Je vais vous faire arrêter pour effraction. Vous allez le regretter amèrement. » L'odeur de terre et de pluie que je dégageais imprégnait déjà leur air raffiné. Sans la moindre hésitation, j'ai avancé droit sur lui, mes bottes boueuses marquant de profondes empreintes sales sur le précieux tapis persan, un chef-d'œuvre de couleurs et de motifs qu'ils avaient probablement payé une fortune. Chaque pas était une profanation délibérée. Je me suis arrêté à quelques centimètres de son visage, le forçant à lever les yeux vers moi, à affronter mon regard sans cligner. J'ai vu la peur, une étincelle fugace mais indéniable, dans ses yeux habituellement arrogants et méprisants. Une fissure, enfin, dans sa façade de contrôle si soigneusement construite. C'était la première victoire. « Vous avez tout perdu aujourd'hui », ai-je déclaré, ma voix basse, un murmure rocailleux, mais chargé d'une gravité qui les glaça jusqu'aux os, une sentence irrévocable. C'étaient ratés les mots qui scellaient leur destin. « Dégagez !» ricana Amaury, tentant de regagner du terrain, de se raccrocher à son habituel mépris de classe, bien que sa voix trahisse toujours ce tremblement, cette incertitude inédite qui résonnait comme une fausse note dans leur symphonie de privilèges. « Prenez votre fille poubelle et sortez d'ici. » Mon sang bouillonna, mais mon visage resta de marbre. Ce mot, poubelle, appliqué à ma Marguerite, fut la goutte d'eau. « Oh, je la prends », ai-je répondu calmement, un sourire sans joie, glacial, étirant mes lèvres, le calme terrifiant avant la tempête dévastatrice. Mes yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant sur la console de l'entrée. « Et je prends ceci aussi. » D'un geste rapide, presque élégant dans sa violence, j'ai saisi le vase précieux posé là, une réplique exquise et immaculée de la dynastie Ming que Béatrice chérissait par-dessus tout, un symbole ostentatoire de leur statut, de leur goût raffiné, de leur intouchabilité. Je l'ai soulevé un instant, sentant son poids délicat, avant de le fracasser avec une force délibérée sur le sol de marbre poli. Le bruit fut assourdissant, une explosion sèche et perçante qui fit sursauter Béatrice. Les éclats de porcelaine blanche, autrefois si parfaits, se dispersèrent comme des pétales de fleurs fanées, brisant en 1000 morceaux le silence et la perfection immaculée de leur intérieur, laissant une cicatrice irréparable sur leur sanctuaire. Leurs visages étaient des masques d'horreur. « Vous êtes fous !» hurla Béatrice, sa voix perçant l'air comme une dague aiguisée, la panique et une rage froide se lisant désormais sur son visage tiré. Elle était plus choquée par la destruction de sa propriété que par mon intrusion. « Je suis un père », ai-je corrigé, mon regard rivé sur elle. Un regard de glace qui ne la lâchait pas, insistant sur chaque syllabe, laissant chaque mot résonner avec une puissance inattendue. Et vous avez commis une grave erreur de calcul, la plus grave de vos vies. Sur ces mots, sans un regard en arrière pour le chaos que je laissais derrière moi. La porte éventrée, le verre brisé, le tapis souillé, le vase fracassé, sans l'ombre d'un regret, ni la moindre hésitation, je me suis retourné. J'ai quitté leur hôtel particulier, laissant derrière moi l'écho de leurs cris et l'odeur du cognac renversé. L'air frais de la nuit, mêlé à la pluie fine, me parut étrangement pur après l'atmosphère viciée de leur opulence. Je suis monté dans la voiture. Marguerite, recroquevillée, frissonnait encore, mais le souffle chaud du chauffage commençait à la réchauffer. Nous sommes partis,
la vieille Peugeot s'éloignant lentement dans la nuit pluvieuse, laissant derrière nous les lumières scintillantes et les ombres glaciales de leur monde. Un monde désormais fissuré. Un monde que j'avais juré de détruire, sou par sou, pierre par pierre. J'ai emmené Marguerite sans tarder dans une clinique privée, un havre de paix niché discrètement dans la périphérie lyonnaise, loin de l'agitation des grands hôpitaux où le réseau d'Amaury, ses avocats influents et sa famille, les De Villiers, toujours prêts à user de leur pouvoir, auraient pu exercer une pression insidieuse. Mon objectif était de trouver un lieu sûr, confidentiel, où ma fille pourrait recevoir les soins nécessaires sans aucune interférence, à l'abri de leurs tentacules. Le trajet sous la pluie fine s'était fait dans un silence pesant, interrompu seulement par le clignotement des essuie-glaces et les battements anxieux de mon propre cœur. L'air dans la voiture était lourd de la peur de Marguerite, mais aussi de ma détermination. Une fois sur place, les médecins, avec leur professionnalisme calme et leur discrétion habituelle, nous ont accueillis. Leurs visages, empreints d'une gravité rassurante, ont confirmé que le bébé se portait bien. Il était là, en sécurité, un petit cœur battant avec une force inattendue, déjà un battant, tout comme sa mère, faisant preuve d'une résistance innée face à l'adversité. Un soupir de soulagement, le premier depuis des heures, m'a traversé, accompagné d'une vague de chaleur inattendue, balayant un instant la froide carapace que j'avais dû revêtir. Le lendemain matin, comme un lever de soleil rougeoyant annonçant la tempête, la véritable guerre, celle que j'attendais avec une patience calculée, a éclaté. Amaury, comme on pouvait s'y attendre d'un homme aussi prévisible dans son arrogance, a porté plainte pour effraction et dégradation. Il a même poussé l'audace jusqu'à réclamer la garde d'urgence de l'enfant à naître, prétextant l'instabilité psychologique de Marguerite. Un nouveau stratagème sordide pour salir sa réputation, la déposséder de son rôle de mère et reprendre le contrôle. Il était si convaincu de détenir l'avantage que son influence et son argent lui assureraient une victoire facile, qu'il en était aveugle. Mais se souvenait-il de ces semaines, ces mois que j'avais consacrés, tel un moine copiste, à fouiller, à sonder chaque recoin de son passé et de ses affaires, à assembler patiemment, pièce par pièce, mon dossier inébranlable? Se souvenait-il des liquidités que j'avais patiemment amassées, sou par sou, en vendant tout ce que je possédais, mes meubles, ma voiture, ma vie d'avant, pour financer cette vengeance méthodique? Chaque objet vendu, chaque heure passée devant un écran à traquer ses moindres failles, avait été un acte de foi envers Marguerite. Je n'avais pas seulement mis au jour qu'Amaury était endetté jusqu'au cou, pris au piège de ses propres extravagances et de son train de vie démesuré. J'avais surtout découvert l'identité de son créancier. Son prêt immobilier, celui qui finançait l'hôtel particulier si cher à son cœur, n'était plus détenu par une banque traditionnelle. Il avait été revendu à un fonds d'investissement privé spécialisé dans les actifs en difficulté, un prédateur discret, sans pitié, une société du nom d'Arshen Holdings. Et 2 semaines auparavant, dans le silence des transactions financières, Arshen Holdings avait été racheté par un investisseur discret, silencieux, invisible. Cet investisseur, c'était moi. Le piège se refermait. 3 jours après l'incident sous la pluie, alors que le ciel de Lyon était d'un gris métallique, Amaury franchit les portes de son cabinet d'avocat, le prestigieux cabinet De Villiers, dont les boiseries sombres et les plaques de cuivre polies hurlaient le prestige. Il y trouva ses associés qui l'attendaient, les visages graves, tendus, l'atmosphère de marbre et de cuir, habituellement si froide et professionnelle, était désormais pesante, chargée d'une tension palpable. Ils avaient reçu un dossier, un recueil de preuves irréfutables des sommes qu'Amaury avait sournoisement détournées pour couvrir ses dettes personnelles. Des malversations financières soigneusement dissimulées derrière un réseau complexe de sociétés écrans. Les preuves que j'avais méticuleusement réunies, chaque détail, chaque chiffre, chaque signature. Il fut renvoyé sur le champ, son monde s'écroulant en un instant, son arrogance se brisant en 1000 éclats comme un miroir ancien. La froide satisfaction de cette victoire silencieuse me réchauffa l'âme. Mais le véritable coup de grâce lui fut asséné à midi. Il rentra chez lui, à l'hôtel particulier. Cette bâtisse de pierre blonde, dressée avec une fierté presque insolente au cœur du quartier huppé de Lyon, avec ses hauts plafonds et ses moulures délicates, incarnait le symbole même de son statut,
la preuve ostentatoire de sa réussite et de son appartenance inaliénable à la famille de Villiers. La lourde porte en chêne massif, qu'il avait franchie des milliers de fois avec un sentiment de supériorité et d'appartenance, lui parut soudain étrangère, lourde d'un poids qu'il ne reconnaissait pas. L'air, malgré la fraîcheur de l'automne, semblait plus lourd autour de lui. Il découvrit alors les serrures changées, d'un acier neuf et froid qui tranchait avec le bois patiné. Devant l'entrée, sur les pavés encore humides, un huissier de justice, l'air impassible, se tenait là, son attaché-case en cuir noir sous le bras, sa silhouette sombre se découpant, avec une netteté glaçante sur le fond de l'immeuble. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» exigea Amaury, sa voix montant d'un cran, un mélange d'incrédulité, de fureur et une pointe de panique sourde se lisant sur son visage qui commençait à se décomposer. « C'est ma propriété. Vous n'avez pas le droit. » L'huissier, d'une voix neutre et sans la moindre trace d'émotion, comme une machine récitant un texte, consulta son presse-papier d'un geste précis et mécanique. « En fait, monsieur, la propriété a été saisie par le créancier hypothécaire suite à une rupture de contrat et un défaut de maintien d'assurance. »« J'ai une assurance !» hurla Amaury, son visage virant au cramoisi, les veines de son cou saillantes sous l'effet de la rage et de la peur. Il mentait, bien sûr, et je le savais. Je savais qu'il avait laissé la police d'assurance expirer depuis des mois, sacrifiant cette dépense pourtant vitale pour couvrir les frais exorbitants de son mariage avec Marguerite. Un mariage qu'il avait voulu grandiose et ostentatoire pour asseoir son image et celle de sa famille dans la bonne société. C'était une clause essentielle du contrat hypothécaire, une minuscule ligne en petits caractères que j'avais dénichée avec persévérance après des nuits entières passées à éplucher des documents juridiques complexes. Saisie immédiate en cas de défaut d'assurance. Une faille infime, mais fatale. Amaury sortit son téléphone, ses doigts tremblants peinant à composer le numéro de la holding. Le métal froid de l'appareil ne lui offrait aucun réconfort. Il exigea de parler au propriétaire, sa voix trahissant une rage impuissante, teintée d'une desperation grandissante. Après un moment d'attente, une sonnerie interminable qui résonnait dans le silence de la rue, puis un clic sec, il fut mis en relation. Le moment était venu. « Monsieur de Villiers, dis-je, ma voix, étonnamment calme et posée, résonnant dans le petit salon. Elle contrastait violemment avec la fureur contenue que je devinais à l'autre bout du fil, une fureur qui n'attendait qu'un prétexte pour exploser. J'avais pris soin de mettre le téléphone sur haut-parleur, non seulement pour m'assurer que chaque mot serait enregistré dans ma mémoire, mais surtout pour que Marguerite, assise à mes côtés sur le vieux canapé en lin, puisse entendre chaque syllabe, sentir chaque nuance de cette victoire si chèrement, si durement acquise. Nous étions installés dans mon nouveau logement de location, un petit cottage douillet aux murs de pierre blonde, niché au cœur secret de la vallée de la Loire. Ce n'était pas l'opulence, mais c'était notre havre de paix, notre forteresse de sécurité après tant de tempêtes. Les derniers rayons du soleil couchant, d'une douceur inouïe, inondaient la pièce d'une lumière chaude, orangée, caressant les poutres apparentes et le parquet ancien. Dehors, le silence de la campagne était à peine troublé par le bourdonnement paresseux des abeilles et le chant lointain, mélancolique mais apaisant, des oiseaux qui regagnaient leur nid. Une odeur légère de chèvrefeuille et de terre humide flottait par la fenêtre ouverte. « Qui est à l'appareil » demanda Amaury, la voix encore teintée d'une autorité qu'il tentait désespérément de maintenir, mais que je sentais déjà s'effriter, grain par grain, tel un mur de sable sous la marée montante. Une pointe d'anxiété, aussi fine qu'une aiguille, perçait déjà à travers sa morgue habituelle, trahissant un début de fissure dans sa façade d'imperturbabilité. « C'est Laurent, » répondis-je, ma voix aussi plate et dénuée d'émotion que possible, mais laissant mon nom résonner dans le combiné, dans l'air, dans son esprit. Un nom simple, mais qui, en cet instant précis, était chargé de tout le poids de ce qu'il signifiait. Des nuits blanches, des montagnes de documents, une colère froide et une promesse tenue. Je sentis Marguerite frissonner légèrement à mes côtés, une preuve silencieuse qu'elle aussi comprenait l'onde de choc que ce seul mot allait provoquer. Un silence terrifié, profond, absolu, tomba de l'autre côté de la ligne, si lourd qu'il semblait absorber l'air de notre petit salon.
C'était comme si le monde entier venait de s'arrêter pour lui, chaque rouage de son univers bien huilé se bloquant d'un coup. Le vacarme de sa propre panique, je l'imaginais, devait assourdir ses oreilles, lui marteler les tempes. Je pouvais presque le voir, la mâchoire desserrée, les yeux écarquillés, l'esprit se débattant pour saisir l'impensable. Le souffle coupé, il venait de comprendre, d'un coup brutal, l'ampleur véritable, vertigineuse de la situation dans laquelle il s'était lui-même engouffré. Vous, vous détenez la dette balbutia-t-il finalement, sa voix à peine un murmure, traversée par une horreur pure et une incrédulité sidérée. C'était une révélation glaçante qui le frappait de plein fouet, une vérité si monumentale qu'elle menaçait de le faire basculer. Il avait dû sentir le sol se dérober sous ses pieds. Je détiens la dette, oui, et je détiens également toutes les preuves irréfutables de votre fraude, Amaury, répliquai-je, ma voix toujours d'une calme implacable, chaque mot pesant lourd, chaque syllabe ajoutant une nouvelle fissure profonde au mur d'illusions et de mensonges qui s'écroulaient inexorablement autour de lui. Je pensais à Marguerite, à ses yeux rougis, à ses mains tremblantes, à toutes les nuits sans sommeil qu'elle avait passées. Cette pensée me rendit encore plus fort, plus inébranlable. Et parce que je suis un homme généreux, Amaury, un homme qui, malgré tout, préfère éviter les longueurs et les scandales, je vous offre un choix. Ce sera le dernier. Soit vous signez l'accord de garde exclusive de votre fils en faveur de Marguerite, vous renoncez à tous vos droits parentaux, ici et maintenant, et vous quittez le pays sans jamais vous retourner, sans un regard en arrière, disparaissant de nos vies pour de bon. Soit je transmets le dossier complet, avec toutes les pièces justificatives et les témoignages, au parquet national financier. À vous de voir. Amaury signa. Il n'avait pas d'autre option, pas le moindre recoin où se cacher. La main tremblante, le visage blême et défait, il apposa sa signature, un geste qui scellait son destin et son déshonneur. Son univers, patiemment construit sur l'orgueil et la manipulation, s'était effondré en un instant, révélant la lâcheté abyssale qui se cachait sous le vernis clinquant de sa brutalité et de son arrogance. Il n'était, au fond, qu'un tyran de pacotille. Et les tyrans, je l'avais toujours su, sont toujours des lâches pathétiques lorsque le rapport de force s'inverse, lorsque le pouvoir change de camp, et qu'ils se retrouvent face à plus fort qu'eux. Il s'enfuit en Espagne quelques jours plus tard, sans un mot, sans un adieu, sans doute vers une petite ville côtière anonyme, où il espérait se fondre dans la masse des touristes et des retraités, échappant ainsi aux poursuites inévitables pour son détournement de fonds. Il laissa Béatrice, sa mère, complètement démunie, sans le moindre sou, la fortune familiale dilapidée, le prestige de son nom réduit en cendres fumantes. Elle fut contrainte de déménager dans un appartement HLM, un cube de béton froid dans une banlieue lointaine et sans âme où les couloirs sentaient le chou et l'humidité. Fini les salons feutrés, les réceptions mondaines et les verres de champagne qu'elle avait tant affectionnés. Sa chute fut aussi vertigineuse et impitoyable que celle de son fils, un miroir parfait de son propre aveuglement et de sa complaisance. Quelques semaines plus tard, le printemps s'étant installé avec sa promesse de renouveau, Marguerite donna naissance à un magnifique petit garçon, en pleine santé, un véritable rayon de soleil dans nos vies. Nous l'avons appelé Léo, un nom doux et fort à la fois. Je me souviens de l'avoir tenu pour la première fois, de la chaleur de son petit corps contre le mien, de son minuscule poing serrant mon doigt. Il a mes yeux, me dit-on souvent, des yeux d'un bleu profond et clair qui observent le monde nouveau avec une curiosité tranquille, une sagesse innée, et l'esprit doux, apaisé et résilient de sa mère, un héritage précieux qu'elle lui transmettrait sans le savoir. Nous vivons paisiblement maintenant, loin du tumulte assourdissant de la ville et des drames passés, dans la sérénité bienfaisante de notre campagne ligérienne. Les journées s'étirent, douces et rythmées par le chant des oiseaux et le souffle du vent dans les peupliers. Marguerite a recommencé à peindre, ses pinceaux retrouvant la toile avec une énergie nouvelle, une fin créatrice qu'elle avait cru perdue. L'odeur familière, piquante et réconfortante de la térébenthine et des couleurs à l'huile emplit désormais notre atelier improvisé, un coin lumineux du salon transformé. Son art a évolué. Il est indéniablement différent.
peut-être plus sombre dans ses thèmes parfois, explorant les méandres complexes de l'âme humaine, les cicatrices invisibles mais incontestablement plus profonds, plus authentiques, imprégnées d'une force brute et d'une résilience farouche qu'elle n'avait jamais vraiment connues auparavant. Chaque trait de pinceau est un acte de guérison, un pas de plus vers la lumière, vers la liberté non seulement retrouvée, mais aussi redéfinie. Nous n'avons plus jamais entendu parler d'Amaury. Son nom est devenu un écho lointain, une rumeur oubliée. Il est devenu un fantôme, une ombre indistincte, un mauvais souvenir qui s'est progressivement estompé, emporté par la pluie battante de cette nuit-là, dissous sans laisser de traces dans les eaux sombres et implacables de la justice. Sa disparition fut un soulagement silencieux, une page enfin tournée. Tandis que je tiens mon petit-fils, Léo, dans mes bras, sentant le poids doux et confiant de son petit corps contre le mien, son parfum de bébé, si pur et réconfortant, sur sa petite tête blonde. Je repense souvent à cette nuit pluvieuse, à ce carrefour sombre où j'ai dû choisir, non pas entre le bien et le mal, mais entre l'inaction complice, l'indifférence lâche et l'action salvatrice, la rébellion nécessaire. Il est si facile de détourner le regard, de se dire que ce n'est pas notre affaire, que chacun doit se débrouiller seul dans sa misère. Mais quand il s'agit de la famille, de notre chair, quand il s'agit de ceux qu'on aime d'un amour viscéral, d'un amour qui nous définit, il n'y a pas d'échappatoire, pas de compromis possible. L'amour n'est pas un sentiment passif, une douce émotion qu'on ressent au fond de soi. C'est un verbe, une action constante, un engagement de chaque instant qui nous pousse à nous dépasser, à nous transformer. Il exige de nous que nous agissions, que nous nous dressions, que nous luttions pour ceux qui ne peuvent plus le faire. Si cette histoire vous a touché, si, à travers mes mots, vous avez ressenti le froid mordant de la pluie et la chaleur réconfortante, la satisfaction profonde de la justice qui s'accomplit enfin, alors je vous le demande une dernière fois, du fond du cœur. Abonnez-vous. Partagez ce récit. Non pas pour un algorithme insaisissable ou pour la simple visibilité sur un écran, mais parce que, quelque part, dans une autre ville, derrière une autre porte close, une autre Marguerite attend désespérément que quelqu'un vienne défoncer la porte de sa prison invisible. Soyez cette personne. Soyez celui ou celle qui ose agir, qui ose se lever, qui ose faire la différence.